Depuis un demi-siècle, une idéologie économique et politique puissante a remodelé le monde. Le néolibéralisme. Né dans le sillage de la reconstruction d'après-guerre, il promettait prospérité, liberté et croissance grâce à des marchés libérés. Mais qu'a-t-il apporté aux sociétés de la France, de la Belgique et de l'Allemagne? Voici l'histoire de la transformation des nations par une idée, pour le meilleur ou pour le pire. Le néolibéralisme émerge dans les années 1970, porté par des économistes convaincus que l'intervention de l'État freinait le progrès. Leur credo: dérégulation, privatisation et mondialisation. En Europe, cette idéologie prend racine alors que les économies affrontent la stagflation et le déclin industriel. La France, la Belgique et l'Allemagne, chacune avec ses modèles sociaux distincts, ressentent bientôt les secousses de ce changement mondial. La France, avec sa tradition fière de dirigisme, une économie dirigée par l'État, entre dans l'ère néolibérale avec réticence. Les années 1980 marquent un tournant. Sous la présidence de François Mitterrand, des politiques socialistes initiales cèdent la place à des réformes de marché. La privatisation d'entreprises publiques comme Renault et Air France signale un recul du contrat social d'après-guerre. Cependant, la France conserve une forte présence étatique. Les dépenses sociales augmentent de 25,2% du PIB en 1985 à 28,7% en 1905, reflétant une approche de libéralisme étatiste qui équilibre la libéralisation des marchés avec des efforts pour soutenir la demande globale. Pourtant, les réformes du marché du travail sous des présidents comme Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron introduisent de la flexibilité, favorisant les contrats à court terme et l'économie des petits boulots. En 2019, les manifestations des Gilets jaunes éclatent, une réaction viscérale à l'augmentation des inégalités et à un État perçu comme servant l'élite. Aujourd'hui, le coefficient de Gini de la France, une mesure des inégalités, a régulièrement augmenté depuis les années 1980. Le 1% le plus riche détient désormais une part disproportionnée de la richesse, tandis que les services publics, autrefois la fierté de la nation, subissent des coupes budgétaires. Cependant, le robuste système de protection sociale français a amorti certains chocs, préservant un filet de sécurité envié par beaucoup. En France, l'adoption des politiques néolibérales a profondément fracturé le tissu social, en érodant le contrat social qui garantissait une certaine égalité. Les privatisations d'entreprises publiques, comme Renault ou Air France, et la flexibilisation du marché du travail sous des présidents comme Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ont concentré la richesse entre les mains du 1% le plus riche, tandis que les services publics, piliers de la solidarité nationale, subissent des coupes budgétaires. Le coefficient de Gini, indicateur des inégalités, a régulièrement augmenté depuis les années 1980, reflétant une société de plus en plus polarisée. Cette précarité accrue, marquée par la prolifération des contrats à court terme et de l'économie des petits boulots, a alimenté un profond mécontentement, culminant avec les manifestations des Gilets jaunes en 2018-2019, où des citoyens ont dénoncé un État perçu comme servant les intérêts des élites. Par ailleurs, l'accent mis sur la compétition et l'individualisme a engendré des niveaux élevés de stress et d'anxiété, avec 32% des participants à une étude rapportant des troubles liés à la pression concurrentielle. Cette idéologie a également contribué à une déconnexion sociale, augmentant les taux de dépression et d'anxiété, alors que les Français se sentent de plus en plus isolés dans une société valorisant l'indépendance au détriment des liens collectifs. La Belgique, pays de divisions linguistiques et culturelles, vit le néolibéralisme de manière inégale. En 1982, sous le Premier ministre Wilfried Martens, la Belgique fait face à une dette publique élevée et à une stagnation économique. Le gouvernement répond par des mesures d'austérité, incluant une dévaluation de 8,5% du franc belge et des gels salariaux. Entre 1982 et 1987, le pouvoir d'achat moyen des travailleurs chute de 15%, tandis que les profits augmentent de 10% par an. La dette publique grimpe de 42% du PIB au milieu des années 1970 à 118% en 1985, mettant sous pression les services sociaux. L'État-providence, jadis pilier de la société belge, commence à s'effriter. Les grèves, qui s'élevaient à 850,
entre 1979 et 1981, tombent à 405 entre 1982 et 1996, 1984, reflétant un affaiblissement du front syndical et une résistance ouvrière amoindrie. Sur le plan politique, le néolibéralisme accentue les disparités régionales. La Flandre adopte les réformes de marché et la mondialisation, tandis que la Wallonie lutte contre le déclin industriel. En 2025, le chômage en Wallonie reste presque le double de celui de la Flandre. La montée du nationalisme flamand, avec des partis comme N-VA et Vlaams Belang gagnant en importance, reflète le mécontentement économique et les divisions régionales. En juin 2024, ces partis obtiennent ensemble près de 50% des voix flamandes, promouvant un chauvinisme social et blâmant les Wallons, les migrants et les parasites sociaux pour les fardeaux de l'austérité. Ces politiques ont affaibli les institutions de bien-être, notamment celles liées à la communauté catholique, et réduit l'activité syndicale après une vague initiale de grève, 851 entre 1979-1981, contre 405 entre 1982-1984. Sur le plan régional, la Wallonie a souffert d'un déclin industriel, tandis que la Flandre, plus ouverte à la mondialisation, prospérait, creusant un fossé économique. Cette disparité a alimenté un nationalisme flamand croissant, avec des partis comme N-VA et Vlaams Belang obtenant près de 50% des voix flamandes en juin 2024, exploitant le mécontentement économique pour blâmer les Wallons, les migrants et les parasites sociaux. Ces tensions ont non seulement fragilisé la cohésion nationale, mais aussi intensifié les divisions politiques, rendant la gouvernance plus complexe dans un pays déjà marqué par des clivages linguistiques. Le parcours néolibéral de l'Allemagne est une histoire de triomphe et de compromis. Après la réunification, les réformes de l'agenda 2010 du chancelier Gerhard Schröder au début des années 2000 transforment l'Allemagne en une puissance exportatrice. La dérégulation du marché du travail et les coupes dans les prestations sociales renforcent la compétitivité, faisant de l'Allemagne le moteur économique de l'Europe. Cependant, cela a un coût. Les réformes créent un marché du travail dual, avec des emplois sécurisés pour les insiders et des conditions précaires pour les outsiders. L'Allemagne de l'Est, encore en convalescence après la transition post-communiste, reste à la traîne par rapport à l'Ouest prospère. En 2025, l'écart de richesse de l'Allemagne est parmi les plus larges d'Europe, malgré un PIB florissant. L'approche allemande de libéralisme corporatif protège les acteurs économiques établis tout en imposant le fardeau des réformes aux outsiders. Pourtant, son économie sociale de marché, mêlant capitalisme et protection sociale, a atténué certaines dérives. Les programmes d'apprentissage et les syndicats puissants ont préservé une main-d'œuvre qualifiée. Cependant, la montée des mouvements d'extrême droite reflète le mécontentement de ceux exclus du miracle économique. En Allemagne, les politiques néolibérales, notamment les réformes de l'agenda 2010 sous Gerhard Schröder, ont transformé le pays en une puissance exportatrice, mais au prix d'une précarité accrue et d'une rigidité économique. Ces réformes, incluant la dérégulation du marché du travail et des coupes dans les prestations sociales, ont créé un marché du travail dual, où les downsiders bénéficient d'emplois stables, tandis que les outsiders sont confrontés à des conditions précaires, contribuant à l'un des écarts de richesse les plus larges d'Europe. La constitutionnalisation de l'austérité via la Schuldenbremse, frein à l'endettement, en 2009, a limité les investissements publics, laissant des infrastructures en délabrement. Ponts fissurés, réseaux ferroviaires dégradés et réseaux Internet et mobiles en retard par rapport aux standards européens. Sur le plan européen, l'insistance de l'Allemagne sur l'austérité pendant la crise de la zone euro a failli déstabiliser l'Union européenne, en refusant la solidarité avec les pays du Sud et en imposant un modèle économique rigide. Cette approche a tendu les relations européennes et alimenté un mécontentement intérieur, comme en témoigne la montée des mouvements d'extrême droite qui reflètent l'exclusion sociale de ceux laissés pour compte par le miracle économique allemand. Ces dérives soulignent les limites d'un modèle néolibéral qui privilégie la compétitivité au détriment de la cohésion sociale et de l'investissement à long terme. En France, en Belgique et en Allemagne, le néolibéralisme a laissé un héritage complexe. Il a libéré un dynamisme économique, mais a érodé la cohésion sociale.
La privatisation et la dérégulation ont accru l'efficacité mais élargi les inégalités. La mondialisation a créé de la richesse mais laissé des régions entières à la traîne. En France, l'État reste un rempart contre les marchés débridés. En Belgique, les divisions régionales compliquent les réformes. En Allemagne, le succès économique masque une précarité croissante. Chaque nation est confrontée à la même question. Comment préserver les avantages des marchés ouverts tout en restaurant la confiance dans la société? Dr Sophie Laurent, analyste politique européenne, affirme: le néolibéralisme promettait une marée montante qui soulèverait tous les bateaux. Au lieu de cela, il a soulevé des yachts pendant que beaucoup luttaient pour rester à flot. Le défi est maintenant d'équilibrer les marchés avec la justice sociale. 50 ans de néolibéralisme ont remodelé la France, la Belgique et l'Allemagne de manière profonde. L'histoire n'est pas terminée. Alors que ces nations naviguent les défis du XXIe siècle, changement climatique, disruption technologique et troubles sociaux, les leçons du passé offrent un guide. Peuvent-elles forger un avenir qui marie prospérité et équité? La réponse réside dans les choix que nous faisons aujourd'hui. L'héritage du néolibéralisme est fait de transformations, de tensions et d'affaires inachevées. Pour la France, la Belgique et l'Allemagne, le chemin à venir exige de concilier les promesses des marchés libres avec les réalités de l'équité sociale. Alors qu'elles continuent d'évoluer, leurs expériences témoignent de la lutte durable entre efficacité économique et dignité humaine. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous motive à continuer à créer des contenus de qualité.